Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Christophe Bourgois-Constantini, d'abord merci d'avoir accepté l'invitation d'Oser investir pour le grand entretien que nous allons mener ensemble. Je vais commencer par vous présenter. Vous avez une vie que je qualifierais d'assez riche. Tout d'abord, vous êtes né un 14 juin à Libreville au Gabon, d'un père ingénieur en aéronautique et d'une mère professeure en musique. Vous êtes par vos racines familiales originaire de Haute-Corse. Vous allez très tôt effectuer de nombreux voyages à Djibouti, à Nairobi. Après des études au collège Stanislas, vous allez devenir ingénieur, non pas en aéronautique comme votre père, mais agronome, et aller exercer le métier d'expert en irrigation au Malawi. Vous reprenez les études et obtenez à l'ESSEC un diplôme en management. À partir de 1989, vous collaborez au développement de l'agence de mise en scène urbaine, connue, et plus connue d'ailleurs, sous le nom d'Athème, et plus connue encore pour avoir réalisé pour Louis Vuitton les énormes valises sur les Champs-Élysées et la pose d'un vaisseau spatial pour la FNAC, entre autres. Vous interveniez dans toute l'Europe et en Asie. Vous en deviendrez directeur associé, mais déciderez de quitter Athème en 2015. Vous êtes également saxophoniste ténor dans des groupes de jazz et écrivez en 2009 votre premier roman policier et arrivé finaliste du prix du Polar francophone. À partir de là, vous allez enchaîner 3 romans jusqu'en 2018 où vous allez publier « Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez », qui est un véritable succès en librairie. Dans ce roman, vous décrivez les intelligences multiples de Raphaël Nadal, Thierry Marx, François Pinault et beaucoup d'autres encore. Aujourd'hui, vous êtes coach et révélateur d'intelligence. Avant toute chose, Christophe Bourgois-Constantini, est-ce que ce portrait est fidèle? Ce portrait est fidèle. J'ai fait en fait 2 allers-retours, on va dire. Un premier aller qui était de faire plaisir à mon père en faisant maths sup, maths spé, en étant ingénieur agro. J'ai probablement fait le premier geste de sauvegarde de la planète en arrêtant d'être ingénieur agro tellement j'étais mauvais. Et ensuite, j'ai donc fait un 180 degrés en étant entrepreneur pour lui montrer. Et dans aucun des axes, je n'étais dans mon propre axe à moi. Et ça m'a donné en fait un regard sur ce qui nous meut, qui nous sommes, pourquoi nous réagissons ainsi. Et ça m'a donné envie de devenir coach. Donc déjà, on me consultait pas mal, on me demandait mon avis, j'aidais les gens. J'avais appris la résilience en Afrique, le rapport à la mort, l'au-delà, l'existentialité. Et donc, la formation à HEC pour devenir coach est venue, en termes chimiques, précipiter ma vie ou en termes d'évolution, récapituler tout ce que j'avais fait. Donc, effectivement, je coach des dirigeants. Je coach actuellement un champion de tennis que je suis régulièrement. Je coach des cadres pour qu'ils comprennent enfin pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les meut et comment enfin devenir heureux. Alors, une question se pose. Vous êtes l'invité du grand entretien d'Oser investir, qui est un magazine spécialisé sur l'investissement, le placement, l'immobilier. Pourquoi on vous invite aujourd'hui? Alors, on a préparé cette interview ensemble, Christophe, et dans nos échanges, on a évoqué l'immobilier comme une source pour demain, parce que il faut contextualiser cet entretien dans quelques mois, dans quelques années, peut-être certains la regarderont et se poseront la question de savoir pourquoi on vous a invité. On est en plein Covid-19, le déconfinement est programmé dans quelques jours et on s'est posé la question tous les deux dans nos échanges préalables, c'est quelle sera la place de l'immobilier et de l'homme dans l'immobilier demain. Donc c'est là-dessus que moi je voulais vous interroger parce que dans ce grand entretien, on aura des professionnels de l'immobilier qui vont venir nous expliquer leur vision, mais vous allez remettre dans notre échange, je pense, la place de l'homme au milieu de toute cette organisation. Donc déjà, Christophe, le rapport avec l'immobilier et l'homme, comment vous le voyez, vous, aujourd'hui, dans vos aventures humaines? Déjà, si vous voulez, la période en ce moment, elle est exceptionnelle. Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, il faut qu'on distingue l'immobilier d'entreprise de l'immobilier privatif. Et ça va dépendre aussi de comment cette pandémie va se terminer. Est-ce qu'on est parti pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou est-ce que, un peu comme une grippe espagnole, on n'entendra plus parler avant quelques mois? Mais de toute manière, il va y avoir des changements profonds. Selon moi, non pas dans l'univers privé, mais plutôt dans l'univers de l'immobilier d'entreprise. Ça, c'est pour moi certain, parce que peut-être que pour la première fois,
on va tenir compte de l'humain. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, en fait? D'abord, la promotion immobilière, c'est vraiment un secteur que j'adore. C'est eux qui m'ont lancé quand j'ai fait mes premières bâches, parce qu'on a été les premiers à avoir cette idée-là avec Antoine, avec mon associé Antoine. Je l'ai jugé pour être des gens qui étaient à la pointe du marketing à l'époque. Il y avait des grands ténors, hein. Il y avait les pèlerins qui avaient des visions, il y avait des types incroyables, hein. C'était un petit peu à celui qui se montrerait le mieux, mais ces gars avaient une vision. Et moi, je trouve que depuis de nombreuses années, à part avec certains architectes, on a perdu cette vision. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va aux États-Unis, on va chez je ne sais quel roi de l'application, on se dit ouh là là, mais il y a des caravanes à l'intérieur, il y a l'open space, et hop, comme des suiveurs, quoi, comme des moutons, on va faire de l'open space. Mais on n'a pas. Ce que vous voulez dire, Christophe, c'est que tout est normalisé pour vous. En fait, il y a pas de différence, c'est ça. Il y a plus d'âme aussi dans l'immobilier d'entreprise. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Moi, je fais des coaching days en entreprise. Il y a des boîtes dans lesquelles je m'installe 2 demi-journées par mois qui ont vraiment fait des efforts. Mais elles ont fait des efforts non pas par rapport à leur propre culture, par rapport au fait que des architectes se copient. Enfin, il y a qu'à voir le quartier des Batignolles. Tout le monde fout des balcons un peu arrondis. Ben, voilà, je démultiplie les balcons arrondis. Tout le monde met des bureaux face à face avec des grandes fenêtres pour faire, entre guillemets, à l'américaine, à la californienne. Et on se rend compte que ça ne va pas marcher. À côté de ça, on se retrouve avec des petits chiottes, quoi. Il y a 3 chiottes au maximum avec de lavabo. À côté de ça, les sas d'entrée. Alors, on a tout misé sur la sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je trouve que c'est un secteur, l'immobilier d'entreprise, qui a une opportunité là absolument incroyable pour se réinventer quelque part, de passer de l'adresse, oh là là, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant qu'on soit avenue Foch ou avenue Hoche, à peut-être à devenir un lieu, une destination. Et c'est ce que les jeunes et les collaborateurs vont demander, parce que là, pour le coup, eux, ils vont être vraiment au cœur du jeu. Il y avait d'un côté un patron qui s'achetait une espèce de bonne conscience pour dire, bah, vous voyez, moi aussi j'ai mon open space, waf, comme on travaille bien. Mais c'était encore une fois pour moi un phénomène de mode, alors que là, il va vraiment falloir prendre en compte les aspirations des collaborateurs, parce que il va y avoir une double contrainte. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est la vertu des contraintes. On va avoir d'un côté un nombre de mètres carrés qui est quand même limité, qui vaut cher, mais qu'il va falloir totalement repenser, ne serait-ce que la largeur des couloirs, ne serait-ce que l'organisation des salles de réunion, ne serait-ce que la taille des toilettes des douches. Il va bien falloir maintenant penser à mettre une infirmerie, il va bien falloir penser à mettre des respirateurs artificiels. En tout cas, si moi j'étais patron d'une grosse boîte du CAC 40, je me mettrais une espèce de petite mini-clinique à l'intérieur pour déjà pallier. Il va falloir peut-être enfin tenir compte du nombre de Dunbar, de 150, et de faire des unités autonomes, de jouer plutôt sur la sérendipité que sur autre chose. Mais si vous voulez, Thomas, le problème, c'est que pour l'instant, on a donc cette contrainte de taille, et puis on va avoir la vague des gens qui vont revenir du télétravail. Parce qu'en fait, le télétravail, moi, je coach des gens à distance, des dirigeants, des collaborateurs. Je suis coach chez Free, par exemple, et j'ai souvent des gens, ils sont épuisés. Ils en peuvent plus. Les burn-out, c'est pas maintenant, ça va être à la sortie. Donc, double contradiction. Les gens qui vont vouloir revenir parce que le lien est important, ils ont manqué de lien, ils ont manqué de bruit, ils ont manqué de contact, ils ont manqué de regard, versus le nombre de mètres carrés à réaménager. Et ça va être un défi formidable. D'autre part, qu'est-ce que je constate depuis très longtemps dans l'immobilier, à part dans certaines personnes, et dans le livre « Vous êtes 10 fois plus intelligent » là, que j'avais publié chez First, j'avais interviewé des ténors de l'immobilier, entre guillemets, patrons de l'immobilier des Galeries Lafayette, des gens comme Grégoire Drouet, comme Jean-François Drouet, etc., plein de gens différents. Et ces gens étaient tous d'accord avec moi pour dire que, en fait, oui, on est multi-intelligent et il faudrait créer des bureaux qui permettent cette multi-intelligence-là. Sauf que, et c'est là où il ne va pas falloir tomber dans le danger, on pense que le salut du cadre, de l'employé, du client, ne vient que par rapport à ce Covid. Et là, je rejoins beaucoup Comte-Sponville, mais non. Bien sûr que le salut, il va être dans le port de masque, un vaccin, que sais-je. Mais le salut, il passe par bien d'autres choses.
Et si on pouvait enfin, non pas reprendre l'adage de Malraux sur le XXIe siècle, mais si au moins le travail pouvait s'ouvrir à plusieurs intelligences qu'ont les collaborateurs, à s'ouvrir vers l'intelligence naturaliste, vers l'intelligence spatiale, vers l'intelligence existentielle. Il est là le défi de l'immobilier d'entreprise. Et ça, c'est un challenge, pour moi, absolument formidable, de sortir de cette monoculture et enfin de se dire, waouh, arrêtons de copier les autres, créons notre propre système, quoi. Christophe, c'est concret et en même temps beaucoup conceptuel ce que vous évoquez. Non, je me permets de vous interrompre. Et je vous prie de m'en excuser. C'est conceptuel à partir du moment où, dans l'immobilier, pardonnez-moi, comme dans beaucoup de secteurs en France, c'est beaucoup de consanguinité. C'est des copains de promo qui bossent avec les mêmes architectes, qui bossent avec les mêmes space planners. C'est très simple, hein. Quel que soit l'univers dans l'immobilier, vous avez 3 à 4 leaders. Les autres ont du mal à exister. Et ça, c'est pas sain. Et je vais vous dire, franchement, des promoteurs qui vont vraiment chercher des sociologues, des psychologues, des coachs, chercher d'autres choses pour comprendre les autres rapports au temps. Je vous parle du nom de Dunbar. Il y a des gens qui ont pigé que le coworking, ça se passait autour de la cuisine, par exemple. Ça, c'est très clair. Et il y a des gens qui ne l'ont pas pigé. Et si vous voulez, il y a plein de choses qui sont en train de changer dans la culture des gens. Et j'ai l'impression que l'immobilier, qui avait jusqu'à présent un certain retard, a là une opportunité absolument formidable pour se réinventer. Mais il y a un coût à tout ça, parce que c'est pas gratuit. Mais bien sûr qu'il y a un coût. C'est structurellement parlant, vous voyez ce que je veux dire. Thomas, il y a un coût, mais en fait, qui va sortir vainqueur encore et toujours de cette crise? C'est l'immobilier. Alors peut-être que l'immobilier, le retail va avoir des problèmes. Quoique, je fais confiance aux Unibail, tout ça, pour se réinventer. Mais c'est quand même de l'actif immobilier, c'est de la terre, c'est du mètre carré, c'est du solide, quoi. C'est quand même, quand vous comparez aux valeurs boursières, mais il n'y a même pas à comparer. Vous m'invitez parce que justement, j'ai un regard très extérieur, je suis pas dedans, mais avec un peu de bon sens, on se rend bien compte qu'entre les valeurs du CAC 40 qui ont perdu 40% à ce jour et la valeur de l'immobilier, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Ce sont quand même des gens qui ont de l'argent. Mais ça veut dire quoi, Christophe? Ça veut dire que demain, par exemple, dans les espaces de travail où on a préconisé pendant des années la mise en place d'open space, on revient en arrière, on fait des bureaux cloisonnés. C'est ça la vision que vous en avez ou ça va prendre une autre tournure? Moi, je pense, si vous voulez, que il faut prendre la problématique à la base. J'ai été très frappé un jour j'ai lu un livre passionnant qui expliquait comment O'Neill, qui était le président d'Alcoa, a redressé Alcoa. Alcoa était un grand groupe d'aciérie américain, perdait un pognon de dingue. Le mec, il est arrivé devant le conseil d'administration, ils ont failli le jeter en disant « Moi, je vais m'intéresser à la sécurité. Il y a trop de mecs qui meurent derrière les machines. » En s'attaquant à un petit problème, en sortant une habitude, en sortant de ce problème de la force des habitudes, toute la boîte s'en est retrouvée changée. Parce qu'à partir du moment où on donnait une valeur au travail de celui qui était tout en dessous, on donnait une valeur au travail qui était au-dessus, etc., etc. Je vous cite cet exemple pour dire que chaque boîte a sa culture, chaque boîte a son ADN, chaque boîte a moyen de se réinventer. Vous prenez une boîte d'un type que j'avais interviewé au téléphone, Jean-François Zoubrist. Lui, c'est simple, hein, sa PME qui est leader en Europe, tout le monde peut prendre la bagnole de fonction, les clés, elles sont sur un tableau, tout le monde peut ouvrir à n'importe quelle heure, et en responsabilisant les gens, en arrêtant de les traiter comme des moutons, sa boîte, elle cartonne. Donc, il faut vraiment passer d'un stade où je fais plaisir à mes collaborateurs parce que je fais des open space, des machins, où je co-construis avec eux l'entreprise de demain. Parce que de toute manière, ils n'ont pas le choix, les grands patrons. Moi, j'ai un fils, par exemple, un de mes fils est centralien. Il me dit, mais moi, je vais jamais bosser dans ces conditions. Je vais imposer, en sortant de Centrale Paris, ma manière de travailler. Et ils vont être des milliers comme ça, les jeunes. Si à un moment donné, si vous voulez garder les meilleurs cerveaux, on a parlé des milléniums, déjà, il faut aller chercher chez eux ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, heuristique. On est passé en 3 motivations, Thomas. La première, c'était la 1.0 quand on était Homo sapiens sapiens. Se reproduire, survivre. Fin 19e, on est passé à la motivation 2.0, la carotte et le bâton. Vous bossez bien, vous êtes récompensé.
vous bossez pas bien dehors où vous avez un blâme. Cette motivation-là, de nombreuses études sociologiques montrent qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avaient compris les milléniums avant le Covid. C'est-à-dire, eux, ils veulent un endroit où, ok, ils veulent gagner de l'argent, mais ils veulent surtout un endroit où ils s'éclatent, où on va chercher cette troisième motivation qui est la motivation heuristique, celle qu'on a, celle qui nous rend heureux. Parce que si on est heureux, on bosse bien. Et il y en a marre du management top-down. Et on veut le bottom-up. Et on veut de la co-construction. Et on veut du caring. Donc, cette pandémie est exceptionnelle pour nous permettre de réinventer l'immobilier d'entreprise par rapport à ça. Et comment on fait? Mais Thomas, on arrête que ça soit le fait d'un président déjà, le choix d'un lieu, d'un endroit, d'un architecte, d'un design. Mais combien de fois j'ai vu ça? Même quand je vendais des bâches, c'était toujours le choix du patron qui disait non, c'est ça. Pire, les DIRCOM me disaient oulala, on va mettre une bâche là. Mais pourquoi? Parce que c'est sur le parcours de mon président. Donc s'il la voit, il va être heureux, je vais être augmenté. Non, c'est le monde à l'envers. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Donc là, c'est formidable. Christophe, objectivement, ces vieilles lunes ne vont pas forcément s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a le Covid qui est passé par là. Le directeur de communication qui veut flatter l'ego de son président, il existera toujours demain. On est d'accord, Thomas. Moi, j'essaie juste vous avez totalement raison, j'essaie d'ouvrir un tout petit peu le sujet en disant que, non pas que vous l'ouvriez, sur le fait que c'est un excellent moment de co-construction, de partage d'idées, de réflexion en commun. La co-construction, c'est ce qui sauvera l'entreprise. Vous avez, Christophe, écrit un post sur LinkedIn que j'invite les personnes qui nous regardent à aller lire, sur l'immobilier de demain, où vous faites, je le présenterai comme ça, l'apologie de la lenteur. Oui. Mais oui. Vous pouvez nous expliquer déjà l'idée que vous en avez? Et pourquoi? Alors déjà, l'apologie de la lenteur? Comme vous le savez, j'interviens sur différents canaux et radio et télé, et à chaque fois on me demande d'apporter un regard un peu neuf, disrupteur, ou bon, j'essaye de faire ce que je peux. Mais en tout cas, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que tout l'immobilier qui a été livré là, ces 3 derniers mois, ou qui allait être livré, okay, qu'est-ce qu'ils vont faire les promoteurs? Et même les entreprises qui avaient décidé de s'installer, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas être assez folles pour prendre les immeubles en l'état. Et donc, ceux qui ont été rapides, qui ont vite construit, qui ont vite acheminé, vrai problème, il va falloir tout refaire. Et on sait que ça coûte beaucoup plus cher que de construire à neuf. Donc, les derniers de la classe, effectivement, ceux qui n'avaient pas encore trouvé le financement ou que, par bonheur, n'avaient pas trouvé encore le chantier, n'avaient pas encore eu le permis de construire, etc., mais ceux-là doivent mettre des cierges tous les jours en disant « Waouh, je suis en fait dans la fable la tortue. Je suis parti le dernier, mais là, je vais pouvoir peut-être réfléchir et livrer des immeubles totalement différents et qui vont tenir compte de cette fameuse co-construction et de ce fameux Covid. Et ça va être sensationnel. Donc, encore une fois… Oui. Non mais regardez le quartier des Batignolles, Thomas. Je vis à côté. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au quartier des Batignolles, Christophe? C'est nul. Mais il n'y a pas… On fout des bâtiments avec des bouts de bois, on fout des balcons soi-disant courts, on va partager le balcon. Mais tout ça a été fait en dépit du bon sens. D'abord, c'est moche, ça a déjà vieilli, d'accord? Je ne comprends pas que les promoteurs, à un moment donné, ne posent pas quand même des questions, on s'auto… C'est intéressant hein, de s'auto-critiquer, quoi. À un moment donné, il n'y a pas que les promoteurs dans le même temps, il y a aussi les pouvoirs publics, hein, parce qu'il y a quand même une logique conjointe. On est d'accord. Et puis, il y a un autre sujet qui me passionne sur la lenteur, mon cher Thomas, c'est que où est-ce qu'ils sont passés les grutiers, ceux qui font le ciment, ceux qui posent les matériaux? Ce sont des étrangers. Ils sont en partie dans leur pays. Mais nous, nos frontières, elles vont être fermées. Qui va faire le sale boulot? Qui va ouvrir les trottoirs, faire couler le béton, prendre le marteau-piqueur, encore une fois, tout simplement actionner une grue? Mais ça va être ces gens-là, les rares qui sont restés, mais ils vont se prendre des salaires faramineux. Et quelque part, tant mieux pour eux. Mais il va y avoir un gros problème de main-d'œuvre pour relancer tout ça. Et quand je vois sur Internet, sur LinkedIn, sur Facebook, quand je vois tous ces grands patrons, je suis plutôt capitaliste dans l'âme, hein, mais quand je vois tous ces grands patrons dire « Ouh là là », et le MEDEF en premier, dire « Ouh, va falloir rattraper le temps perdu, ouh là 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 », mais je me dis « Mais ils n'ont rien compris. Ces gens-là n'ont rien compris. » Là, il faut se poser. Il faut dire aux foncières « Oh là, et vous voulez qu'on se plante dans 20 ans, vous voulez qu'on réinvente un truc. Vous n'avez pas envie de laisser une empreinte, une trace dans l'humanité, messieurs et mesdames des foncières, quoi. »
au moment où nous nous parlons, c'est 10 millions de chômeurs partiels. On est dans un schéma où il est assez sûr que par rapport à 2008, le nombre de chômeurs durables, c'est-à-dire ceux qui vont être à l'issue de cette période et qui ne retrouveront pas leur travail, va être apocalyptique. Je rappelle, pour que tout le monde l'ait en mémoire, qu'en 2008, ça générait 1 million de chômeurs nouveaux après cette crise en 2009. On peut penser objectivement que la crise étant plus forte qu'à l'époque, le nombre de chômeurs durables sera plus nombreux. Quand vous avez des entreprises, et vous les évoquez, qui disent qu'il faut récupérer le temps perdu, c'est pour relancer une économie. On voit bien que le déficit de la sécurité sociale, c'est 50 milliards. Thomas, pourquoi voulez-vous relancer une économie qui, on le voit bien, prend dans la gueule crise sur crise? Enfin, je sais pas, moi on me dirait, tu joues au Monopoly, mais tous les 8 tours, tu t'en prends une dans la gueule, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais j'arrêterai de jouer au Monopoly. Il y a un moment donné, dans la vertu des contraintes, mais il va y avoir des choses formidables. On va peut-être reproduire français, on va peut-être arrêter de délocaliser. Moi, j'ai essayé de trouver des chiffres et une vision, par exemple, je trouve que ce qu'on vit en ce moment, c'est assez comparable à mai 68. C'était un bordel incroyable, mai 68. Rappelez-vous. On tapait sur les flics, machin. Là, tout d'un coup, les gens disaient, ouh là là, cette vie capitaliste, papa, mais qu'est-ce que c'est, blablabla, blablabla, blablabla. Finalement, allez quoi? On a eu 60 000 mecs qui sont partis dans le Larzac, hein, et 15 000 à Goa. Et 3-4 mois après, tout était revenu à la normale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a quand même une force des habitudes, il y a une force d'homo sapiens sapiens. On a besoin du contact, on a besoin du lien, on a besoin d'être entouré de gens, on a besoin d'avoir des services sociaux et hospitaliers à proximité, on a besoin d'avoir du réseau. C'est bien beau les gens qui disent, oulala, dans les sondages, on va partir vivre à la campagne. Et à la campagne, ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils tombent malades, il n'y a pas une ambulance qui vient. Et une fois que vous avez dépassé la 2e couronne, d'ailleurs c'était un point de départ du mouvement des Gilets jaunes, vous n'avez plus de réseau. Hein. Vous pouvez essayer la 4G, vous pouvez essayer n'importe quel opérateur. Dès qu'il y a un peu de collines, etc., on a oublié le territoire français. Donc, vous ne croyez pas, Christophe, vous ne croyez pas donc effectivement à ce que vous évoquez, c'est-à-dire que, et ce qu'on voit effectivement dans beaucoup de sondages, beaucoup d'études actuelles, qu'il y a une redistribution des cartes au niveau de l'immobilier, de son occupation, entre une forme de ruralité et de citadin. Dans l'immobilier privé, enfin privatif, je ne vois pas pourquoi les gens partiraient, mais ils ont, même s'ils ne supportent pas le voisin, il y a cette notion de grégaire quand même, il y a cette notion on est les uns avec les autres et on se soutient. Et je trouve que ça a été une des philosophies du Covid, c'est quand même il y a ce besoin de lien, de respecter l'autre. On l'a vu, que d'efforts et d'élan de solidarité, c'est quand même plus fort que la Coupe du Monde de foot. Maintenant, encore une fois, vous allez voir, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, je pense que dans l'immobilier privatif, ça va pas changer grand-chose, qu'il va y en avoir certains, oui, qui vont partir à Bordeaux, qui vont partir à Nice, qui vont un peu se délocaliser, mais je pense pas que ça va être une grande majorité, loin de là, et que, selon moi, le vrai défi, alors il y a le Grand Paris qui nous permet, là, si j'étais l'État, c'est vraiment là qu'il faille injecter des milliards, parce que l'aubaine, de montrer que le Grand Paris qu'on avait lancé peut-être être cette rampe de lancement de sortie de crise, mais je pense en tout cas que il va falloir repenser, mais qu'il y a tout un tas d'indicateurs formidables, la solidarité, le Made in France, tout un tas de choses qui est en train de se passer, qui est juste absolument royal. Mais ces foncières, encore une fois, quand vous me dites, mais il va falloir rattraper le temps perdu, on rattrape pas le temps. On ne rattrape pas le temps. La philosophie de la vie, mon cher Thomas, c'est ici et maintenant. Le reste, c'est de l'espérance. Alors, je sais, les banquiers, les foncières, les financières vont dire, mais c'est quoi cette espèce d'abruti qui nous dit ça? Mais in fine, quand vous regardez bien, on a le contrôle sur rien. Et cette pandémie vient nous montrer ça. Oui, il conviendrait de revoir toute l'économie. Je ne pense pas que ça se passera, malheureusement. Et encore une fois, je rejoins beaucoup Comte Sponville dans cette notion que, enfin, l'existentialité, la mort qui est là, va nous remettre à une juste échelle des choses. Une juste échelle même architecturale. Parce que bâtir un immeuble en béton, c'est bien. Regardez la Défense, qu'est-ce que ça va devenir? Il va falloir y repenser ces tours. Mais à côté, la termitière, là, elle tient toujours.
Vous voyez, j'espère qu'on va vraiment ouvrir encore une fois, qu'on va arrêter de raisonner immeuble pour une adresse, mais plutôt pour un lieu d'imagination, un lieu fécond, un lieu de partage. Christophe Bourgois-Constantini, vous avez été amené dans votre expérience à coacher des chefs d'entreprise. Vous êtes vous-même un entrepreneur. Vous avez donc, comme je le disais dans la présentation, dirigé Athème. Si vous aviez une idée, à défaut d'un conseil, à préconiser à un chef d'entreprise dans cette situation qu'on va connaître dans l'après-Covid, ce qui vous paraît une idée incontournable, si vous étiez à leur place, dans ce qu'il faudrait faire, vous pourriez leur proposer quoi? Donc, je pourrais leur proposer, même si mon rôle n'est pas de donner un conseil, puisque c'est pas la posture d'un coach. Un coach aide son coaché à trouver l'idée par lui-même, ce qui est beaucoup plus fort. Et j'aimerais surtout pas me poser comme un donneur de leçons. Et déjà, ce qui me semble absolument clair, c'est la co-construction. C'est enfin et une bonne fois pour toutes sortir de cette posture top-down à un phénomène de co-construction déjà. Vous partagez les idées sur des plans, même si ça va mettre du temps, mais il y a un moment donné, c'est eux qui vont être au cœur du système, quoi. C'est eux qui vont décider ou pas si votre entreprise va être pérenne ou pas. Oui, mais Christophe, pardon, pardon. Vous avez évoqué tout à l'heure, et on l'a évoqué ensemble, l'apologie de la lenteur. Vous dites ça va prendre du temps. Le problème, c'est que dans une compétition internationale, a-t-on le temps? Si on a changé de système, si on est allé plus rapidement vers les choses, c'est parce que le temps nous était compté et que le temps n'a pas la même allure pour chacun. Donc, pensez-vous que demain, ce temps peut se réinstaller? Mon cher Thomas, le temps qui va vite appartient à ces gens qui ne savent pas profiter du temps et qui ont peur de la mort. Justement, c'est toute la différence entre le temps perçu et le temps vécu. Tous les grands champions que j'ai interviewés dans ma vie pour mes livres, ça fait plus de 650, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou du sport, ils ont une intelligence du temps incroyable. Cette intelligence du temps, c'est le ici et le maintenant. On ne peut pas prévoir l'avenir. Qui aurait pu prévoir ça? On ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on prenne conscience de ça. Je vous parlais tout à l'heure de ce cycle éternel des crises qui arrivaient. Le temps, c'est un temps circadien, c'est un temps linéaire, mais c'est un temps qu'on a toujours cherché à accélérer, alors qu'en fait, vivre le moment présent est incroyable. Et je me souviens de cette idée que je souhaitais partager, c'est qu'en fait, si objectivement, je vous demandais à vous, je demandais aux entrepreneurs, je demandais à tous les gens qui font du business, quelle est la plus belle affaire qu'ils ont faite dans leur vie? Probablement, et en réfléchissant, ils vont dire, mais c'est celle dont je m'attendais le moins. Ça s'appelle le lâcher-prise. C'est-à-dire que cette course est freinée au quantitatif. Cette course est freinée aux chiffres, à la rentabilité. Oublie un point important. La plupart des belles affaires, la plupart des histoires d'amour, la plupart des histoires d'amitié arrivent quand elles s'y attendent le moins. Ça s'appelle le lâcher-prise. Et ça, quand on dit que le 21e siècle sera spirituel ou pas, il n'a pas exactement dit ça, Malraux, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que normalement, après cette crise, on devrait trouver un mariage entre immobilier et bienveillance, entre immobilier et existentialité, entre immobilier et coaching ou psychologie. Parce que d'ailleurs, les gens vont devenir, encore une fois, vont sortir épuisés de ça. Donc, les bureaux de demain vont devoir tenir compte de ça. Je vous parlais tout à l'heure d'un espèce d'endroit pour pouvoir faire de la réa très rapidement dans des bureaux, élargir des couloirs, changer les réfectoires. Comment on va faire pour déjeuner? Mais en tout cas, va falloir des lieux existentiels. Je suis pas là pour vendre ma paroisse, mais chez Free, ils l'ont compris avant tout le monde. Quand je vous disais que je faisais des coaching days, mais moi, 2 fois par mois, je m'en prends plein la gueule. Les collaborateurs viennent me voir parce qu'ils savent que c'est confidentiel et bienveillant.
Et puis, ils me racontent leur histoire personnelle, ils me racontent leur histoire avec leur patron, avec une présentation qu'ils ont à faire hyper importante dans une semaine, mais qui les fait flipper. Ils ont besoin de communiquer, de partager. Et ça va être l'avenir de l'immobilier. C'est presque… Vous savez, il y a plein de symboles en ce moment. Il y a Notre-Dame qui est en train d'être reconstruite. Et l'idée, selon moi, ça serait justement sur cette fameuse flèche de Notre-Dame, de trouver un moyen très moderne de refaire cette flèche de Notre-Dame. Et les moyens très modernes, ça serait justement peut-être par rapport à la météo, presque par rapport à l'environnement. Mais je pense que ces lieux de culte et de spiritualité doivent revenir dans le monde de l'entreprise. Vous savez, avant, on allait à la messe avec le patron. Ça se faisait comme ça en province, d'accord ? Et tout le monde allait à la messe avec le patron. Alors, encore une fois, je suis agnostique, j'en parle très librement. Et pour moi, il n'est pas simplement le fait de la religion, mais cette réflexion sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qui nous meut, mais qui nous sommes, quoi. Pourquoi j'avance ? Ça va être le défi pour moi de l'immobilier d'entreprise. Ce qui veut dire, Christophe, que votre message, si on peut le traduire comme tel, c'est un message d'optimisme, en l'occurrence, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Vous n'êtes pas inquiet de cet avenir qui se profile? Mais absolument pas. Toute opportunité, donc. Mais mon chiffre d'affaires a baissé, Thomas, parce que je suis coach, donc je continue mes coachings à distance. Mon chiffre d'affaires a baissé drastiquement parce que j'ai plus de conférences. Mais ceci dit, on s'est réinventé, on fait des webinars. La preuve, je parle avec vous. Bientôt, on est en train de réfléchir à des expéditions apprenantes. Comment est-ce qu'on va pouvoir amener 50 PDG, etc. Un coup à Chartres, un coup là, avec à chaque fois un intervenant qui va exposer quelque chose. La vertu des contraintes. Je gagne rien, je refais du saxo, je réfléchis, je réponds à des médias, j'observe des oiseaux qui viennent taper à ma fenêtre. Ça, c'est une vidéo que j'ai postée il y a 4 jours. Il y a un oiseau tous les jours, il fait tac, 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 tac. Je l'avais jamais entendu. Jamais. C'est un moment merveilleux. Mais combien de fois, Thomas, on nous a dit que c'était la fin du monde? Combien? Donc, apologie de la lenteur aussi. Mais oui, il faut croire en nous, il faut laisser son temps, le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Alors, Christophe, on arrive au terme de cet entretien et je vais le finir comme je le finis habituellement. Si vous aviez fait un rêve, ce serait quoi? De quelle nature ce rêve, Thomas? Ça, je vous laisse le choix des mots. Si j'avais un rêve, ça serait qu'on considère, et c'est la crise nous a montré ça, que quel que soit le niveau social de l'individu, ou quel que soit le niveau, entre guillemets, intellectuel qu'on lui prêterait, sous-entendu, tu as fait une grande école, tu es intelligent, tu n'as pas fait une grande école, tu es nul. Cette crise nous montre que même les petites mains sont importantes. Alors, ce n'est pas du tout un discours communiste ni socialiste, c'est simplement qu'on nous montre qu'il y a plein d'intelligence dans la vie. Vous savez, c'est mon credo, ces 10 intelligences, encore une fois, et les 650 personnes que j'ai interviewées le prouvent. Si enfin, on pouvait considérer l'autre dans l'éventail de ses intelligences, et que pour cette sortie de crise, tout le monde soit consulté, tout le monde a une idée à donner. Là, c'est vraiment liberté, égalité, fraternité. Là, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur drapeau qu'en sortant de cette pandémie. Donc, votre rêve, c'est un grand débat. Merci, Christophe Bourgois-Constantini. Juste avant de vous quitter, votre actualité prochaine, c'est la sortie d'un nouveau livre, je crois. Alors, mon livre devait sortir il y a 10 jours. Oui. Donc, vertu des contraintes oblige. Il va être reporté à janvier. Mais je suis en train d'en écrire un 3e. Parce que j'ai du temps et je retravaille un petit peu le 2e parce que je me rends compte qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas terribles dedans. Donc voilà, c'est ça. Et puis déjà 3 conférences d'après confinement dans des entreprises où on va faire une espèce de partage, un feedback émotionnel à plusieurs. 30 par 30, et puis j'ai un président de département qui m'a appelé et qui souhaiterait que je fasse des conférences itinérantes dans de nombreuses villes pour redonner une forme de peps aux gens qui pourront pas aller en vacances, mais justement qui pourront se tourner vers une forme de retour sur eux-mêmes, de réflexion un peu plus profonde, que de se taper des séries à longueur de journée qui vous écrasent le bulbe. Et même si c'est sur Netflix. Merci Christophe Bourgois-Constantini. Revenez quand vous voulez dans Oser Investir, vous serez toujours le bienvenu. Merci à vous. Avec vous, merci à vous.
Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.